Bonsoir tout le monde. Là, il y a un virage, vous avez un compositeur devant vous, donc on a eu quelque chose de rigoureux toute la journée. Là, on rentre dans... Excusez-moi. Euh, on rentre dans quelque chose de plus subjectif. Je voudrais vous montrer quel a été mon chemin vers la bioacoustique et l'écoacoustique à travers toute une série d'œuvres. Donc en fait, j'ai énormément d'exemples, j'ai de quoi tenir 2 heures, je pense que vous en avez marre. Donc je vais aller très vite. On va écouter beaucoup de choses, je vais parler le moins possible. Et il y a beaucoup de choses à écouter. J'aime bien cette image parce qu'elle enfin, il y a une sorte d'appropriation artistique d'un espace. Enfin, je trouve qu'elle est assez parlante. Donc, moi, je travaille depuis 20 ans sur ce que j'appelle la synchronicité, qu'on pourrait appeler du Mickey Mousing, c'est-à-dire, attendez, je vais mettre mon, mon timer pour respecter le temps. C'est-à-dire que c'est comment, en prélevant quelque chose dans le réel, on s'amuse avec la musique à venir se superposer de façon exacte dessus. Quand vous regardez un Tex Avery, il y a un gag à chaque effet visuel. Et quelque part, ça fait 20 ans que je fais des Tex Avery, quoi. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Ça m'a permis de voyager dans plein de champs de connaissances très différents. Puis je vais vous montrer 3 exemples finalement. Il faut changer là. D'usage de sons venant du vivant dans ce travail de synchronisation. Et j'essayerai de vous dessiner le projet qu'on a en commun avec Jérôme Sueur sur comment raconter la forêt tropicale, avec l'idée d'une bande sonore qui ferait à peu près 45 minutes et qui serait mise en relation soit avec 3 pianos, soit avec un orchestre symphonique. Et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est le passage d'un espace acoustique qui vient de la réalité à un espace musical qui est lui symbolique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui joue dans le passage du réel au symbolique? Voilà, je vais vous montrer plein d'exemples et ça va devenir beaucoup plus clair. Le premier exemple, c'est un peu clownesque, un peu du grand n'importe quoi, mais qui a été très fondateur pour moi. J'avais une commande d'une percussionniste et c'était comment répéter plusieurs fois une même structure rythmique. Par exemple, yam, papam, voilà. Là, c'est croche, deux double croche. Et si je prends ces croches, deux double croches, si je fais du théâtre avec, si je fais de la musique avec, si je fais de la danse avec, si je fais un film d'animation avec, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'était répéter 5 fois une même structure rythmique faite de permutations de choses modulaires dans 5 médiums différents, 0 minute, 5 printemps. Donc ça commençait avec le théâtre, la percussion, le langage corporel, une bande électroacoustique et un petit film d'animation. Je vous montre 20 secondes du grand bordel du film d'animation, qui est un peu comme les jeux vidéo Lofi, mais à chaque événement sonore, il y a quelque chose qui vient attraper chaque structure sonore. Voilà. Et ça finit de façon un peu fofolle. Et c'est ce qui venait finir la pièce. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez fondateur pour moi qui montrait qu'une structure rythmique pouvait être déplacée comme ça. Vous voyez, vas-y, passe, explosion. Si je vous lis ce début sur le début du film, il va y avoir une similarité rythmique. Après, j'ai eu une expérience dans 2 autres médiums. Dans Le Bonheur, un film d'Alexandre Medvedkin, Chris Marker a créé un groupe de cinéma expérimental en hommage à ce cinéaste qui a construit un ciné-train dans les années 30 en Russie, qui a sillonné tout le pays. Enfin, c'est vraiment un personnage passionnant. Et là, j'ai fait un travail de suivi des personnages, de suivi de chaque mouvement des personnages.
Et avec une chose assez intéressante, c'est la notion de temps peut être troublée. C'est que par exemple, il y a un brigand qui va casser un cadenas pour l'ouvrir. Je fais une analyse du bruit de l'ouverture du cadenas et toute l'action qui précède l'ouverture du cadenas va être dans l'harmonie de l'ouverture du cadenas. Donc tout d'un coup, avec le son, vous pouvez anticiper et retarder la linéarité du temps. Bon, c'est une idée un peu compliquée, il faudrait développer, mais je vous montre un extrait. Donc, si ça marche. Oui, ça marche. Donc, on est dans un kolkhoz en 34. C'est le début des grandes purges. Il n'a plus pu tourner après ce film. Et c'est un idiot inadapté au kolkhoz. La grande difficulté, voilà. Et je vous laisse découvrir la synchronisation. Et les brigands qui vont piquer le grenier à grains. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour vous montrer beaucoup d'exemples. Suite à ce projet, où j'ai mis tout en place, en fait, pour travailler techniquement, je mettais des marqueurs sur chaque, un peu comme les points clés pour les danseurs. Je ne sais pas si vous connaissez les logiciels pour les chorégraphes où ils mettent plein de points clés dans le temps, ou After Effects. Je mettais des marqueurs, des clics, en fait, sur les points qui me paraissaient caractériser le mouvement de l'image. Et après, j'avais tout un patch dans OpenMusic pour construire la synthèse. C'est comme si mes marqueurs à l'image devenaient une noire irrégulière dans laquelle je peux écrire du rythme. Donc entre deux mouvements, si je veux mettre 17 valeurs de synthèse, je peux le mettre, ce qui me permettait d'avoir une approche rythmique du mouvement chirurgicale, quoi, extrêmement précise. Et suite à ça, j'ai eu envie de faire ça en vrai avec des danseurs, et donc j'ai fait toute une série de projets avec les chorégraphes Ennio Greco et Peter Skolton. Ça, c'est une vidéo de travail où on synchronisait comme ça des sons sur chaque mouvement avec deux façons de le restituer. Soit ils sont sur la bande, ils se synchronisent à la bande, les danseurs. Soit il y a à l'IRCAM un logiciel qui s'appelle Antescofo, où moi je les suis sur chaque point clé et avec des possibilités de correction temporelle sur chaque point clé. On avait testé les deux, ça marchait très bien. Et voilà un exemple d'une synchronicité appliquée à une chorégraphie. Voilà, et donc ce travail a mené à le Grammar of Synchronicity et le corps du ballet qui a été donné au ballet de Monte-Carlo et puis avec le Dutch National Ballet.
On passe dans un autre environnement. On est à Saint-Étienne. J'aurai une surprise sur Saint-Étienne à la toute fin. On ne peut pas parler de Saint-Étienne sans Pierre Gagnère. Et donc là, j'ai fait un projet avec Radio France où on a mis des micros, où j'ai fait venir 3 comédiens à table. Puis on a enregistré avec 16 micros 4 services en cuisine. Et c'est un peu comme la Naveva de Fellini, c'est une sorte de passage du côté salle à la cuisine, une sorte d'aller-retour. Et avec une idée qui me paraît importante et on parlait d'orchestre tout à l'heure, d'orchestre en relation avec la biophonie. Quand vous êtes dans une batterie de cuisine, il y a une homologie assez évidente avec un orchestre, en fait, parce que vous avez le saucier, vous avez le chef, et en salle. Donc en salle, j'ai un quartet de jazz qui vient surligner tous les bruits, et ça fait musique diégétique, anti-diégétique, parce qu'il peut y avoir de la musique quand vous êtes en train de manger, donc on ne sait pas si ça surligne. Et en cuisine, c'est un petit orchestre. On écoute ce passage. Alors, si tu commences par le navet, et il y a le citron qui t'arrive en fin. T'as goûté? Voilà, mie de biscuit au citron. Je suis pas sûr de survivre à cette entrée. C'est quoi cette crème verte? Étuvée de concombre. De concombre et eau de fer à l'ortie. Tu sens des choses que tu sentais pas avant. Oh là là. Tu peux tout sentir. Je sens l'ortie. Je sens le concombre. Oui, on sent tout là. Tu sens tout. Ça, c'est magnifique aussi. C'est ce que j'ai préféré depuis le début, je crois. Moi aussi. C'est fabuleux ça. Accélérez-moi, finalement là. Là, ça fait tout seul, là, sur l'air. Allez. Ouais, Catalan, le 7e pour nous les gars. Catalan en premier. Les mecs qui passent sur 2 cartes avec un embarras jardin, je suis de base. Le coréen. Tu connais le doublé de petit marron avec la peau? Voilà. Là, dans les 4 exemples que je viens de vous montrer, il y a une concomitance du modèle et sa transcription musicale. Il y a des moments où il n'y a pas nécessairement cette concomitance musicale et on peut faire de la musique pure juste avec des modèles. Je vais vous montrer ce type d'exemple. J'ai eu la chance de faire 2 opéras. Là, c'est encore un usage différent du modèle. Je vous ai fait un petit schéma. C'est la seule partie scientifique dans ma communication. Comment Et donc là, il y a 2 types de modèles qui sont concomitants et la musique qui est à l'intersection de ces 2 modèles. Il y avait déjà un peu ça dans le film. Donc moi, j'ai travaillé énormément sur la transcription de la voix parlée pour expliquer aux gens mon travail. Je dis toujours, et faites-en l'expérience. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous observez les oui de votre interlocuteur et vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'il a fait oui, je viens de vous en faire 2 déjà, oui, c'est toujours la même unité de sens, jamais la même unité de son. Et que dans l'unité de son, il y a du sens. Et que quand vous êtes musicien, vous pouvez transcrire ça en musique et vous pouvez objectiver le sens qui était présent de façon très inconsciente, mais très forte dans notre façon de communiquer. Voilà. Donc je m'amuse à transcrire l'intonation. J'enregistre les comédiens chanteurs en amont de l'opéra. Il y a des moments de voix chantée aussi, des moments de voix psalmodiée. Mais cette intonation devient une matière musicale. Et parallèlement à ça, je fais un travail de montage son de cinéma. Vraiment comme au cinéma, on reconstitue un espace sonore. Et ce montage son est susceptible d'être pris en charge par la musique. Si vous êtes dans une scène extérieure avec un klaxon, le klaxon peut être pris par la musique au même titre que le chanteur qui est en train de raconter l'histoire. Donc la musique est à l'intersection de la musique de l'histoire racontée et du décor de l'histoire racontée. Je ne sais pas si je suis clair. Je vous montre 2 exemples, vous allez comprendre. Hop. Ça, c'est un opéra pour enfants, Céleste ma planète. J'ai poussé la porte de la chambre 221.
Je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est dans un hôpital. Vous êtes de la famille? Oui. Vous m'avez dit quel nom? Je ne sais pas son nom, mais son prénom est Céleste. Comment? Elle s'appelle Céleste. Vous êtes de sa famille, vous ne savez pas son nom. C'était une famille très nombreuse. Elle est au laboratoire pour des examens. Je peux l'attendre, si vous avez le temps. Quand va-t-elle revenir? Quand elle aura fini? Vous avez une idée de... Je n'ai aucune idée sur rien. C'est plus simple dans la vie. Mais prenez cette enveloppe, c'est pour la petite patiente. Vous la donnerez au médecin. Alors, dans l'idée que je viens de vous exprimer, le décor sonore n'est pas pris en charge musicalement. Là, c'est un exemple avec l'orchestration. Vous pouvez infléchir aussi le sens en le densifiant. Et c'est comment l'intonation, comment en synchronisant la musique et en l'orchestrant, on vient infléchir le sens. Là, vous avez... la scène est un peu plus longue, ça dure combien? On est parti. C'est un opéra, une adaptation de Dostoïevski. Et là, pendant que je regardais le ciel, tout à coup, cette petite fille m'a saisi par le coude. La rue était déjà déserte. Il n'y avait presque plus personne. La petite fille avait dans les 8 ans un petit foulard sur les épaules, avec juste une robe toute trempée. Ses souliers! Ses souliers! Ce soulier troué, trempé. Ce sont eux qui m'ont sauté aux yeux. Elle ne pleurait pas, mais elle criait des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement. Je vais direct à la... Excusez-moi, parce que le temps passe, je vais direct à la sortie où j'ai fait un transept dans mon escalier parce que le personnage monte 4 étages. Et là, vous avez un exemple d'utilisation du décor sonore musicalement, maintenant. J'ai grimpé 4 à 4 jusqu'à mon 4e étage. Premier étage. C'est moi qui monte. Deuxième étage. Troisième étage. Et vous êtes chez moi. Et en tout cas, il y a vraiment une recherche dans ce travail opératique de jouer avec le décor sonore et l'intonation de la voix parlée. Adèle en a un peu parlé. Il y a plein dans ce que je vous raconte, il y a plein de choses qui ont déjà été formulées. Moi, je suis aussi un enfant de la colonisation. Enfin, ma mère est née en Algérie, juive d'Algérie, enfin mélange corse, tout un mélange méditerranéen. Donc, je me suis toujours posé plein de questions sur la colonisation. Et j'ai eu la chance de réaliser un projet il y a 2 ans autour du konakol. Donc c'est une langue pour dire les rythmes en Inde du Sud qu'on utilise pour apprendre les percussions. Ça fait di tam kitali kutali kitatakanam di tam kitali kutali kitatakadim tam kitali kutali kitatakadim ta dim, des choses comme ça. À chaque phonème égale une frappe sur la percussion. Et tout d'un coup, moi qui m'amusais depuis 20 ans à synchroniser les choses, je suis tombé sur une culture qui faisait ça depuis 2000 ans. Et il y a une phrase de Lévi-Strauss que j'adore qui dit, je ne l'ai pas retrouvée tout à l'heure là, mais si on devait juger une civilisation dans son aptitude à s'adapter au froid, il était évident que les Esquimaux seraient les plus intelligents de la planète et qu'il y a une sorte d'apport spécifique de chaque culture, une sorte de patrimoine universel commun, et qui est une sorte de... dans les sciences humaines, et je pense dans les sciences aussi, vous avez besoin des savoirs autochtones. Enfin, la question de l'autre n'a jamais été aussi aiguë, je pense, dans l'histoire de la pensée. Et que c'est accéléré, ça, je pense, par une promiscuité sur l'autre qui nous est donnée par les réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert la musique indienne avec Facebook. Facebook, c'est devenu mon école de musique indienne. J'ai découvert mon percussionniste sur Facebook. Et donc voilà, cette question de l'autre est à côté des questions de l'écologie, moi, un de mes grands sujets.
Et j'ai eu la chance d'inverser le rapport de domination, un peu comme dans les films de Joseph Losey, que j'aime beaucoup, où tout d'un coup, c'est mon indien, avec ses rythmes, qui donne le la à 200 occidentaux, parce qu'on avait 200 personnes. Vous avez le chœur d'enfant, le chœur d'adulte, un grand orchestre, et ils synchronisent. Je vais vite parce que, comme je vous ai dit, j'ai énormément d'exemples. Ça permet la synchronisation très concrète. Ils ont une forme de danse qui s'appelle le Bharatanatyam, mais il y a mon même indien là. Donc les danseurs connaissent ces structures musicales. Donc cette haute culture a pensé de façon très profonde une façon de se synchroniser. Et que nous, dans notre culture, on a tendance à éviter la synchronisation. Justement, on cherche en général à séparer. Quand vous faites une musique de film, on vous demande toujours de ne pas coller à l'image. Ça doit être une sorte de flux autonome. Mais que là, il y a eu une autre attention dans cette culture, et moi qui me passionne pour plein d'autres raisons, mais je n'ai pas le temps d'aller plus précisément. Voilà, là on rentre dans la deuxième partie de mon sujet, qui sont 3 exemples d'œuvres. Je vais aller un peu plus vite sur celui-là, où j'ai commencé à interroger des questions bioacoustiques. Je ne connaissais pas l'écoacoustique à l'époque. Il parle tout seul. Vous voyez là ce qu'on vient d'entendre là. C'est ça en fait. Éminent académicien. Et je me suis amusé à transcrire. Donc là c'est un ballet que j'ai fait à Monaco aussi. Et je me suis inspiré j'ai découvert ce texte de Kafka, qui est un homme qui explique à une assemblée de scientifiques qu'avant d'être un homme, il était gorille. C'est la métamorphose à l'envers, où il explique comment il est devenu gorille. Et je me suis inspiré de ça pour faire un ballet. Et là, le modèle n'est plus présent. Le modèle sert juste à... celui-là qui s'est déclenché. Le modèle sert juste à faire un montage dans le temps de différents éléments sonores et orchestrés musicalement. Donc ça, c'est de la musique pure. Les lois qui génèrent cette chose-là sont strictement musicales. Ça, c'est une transcription de la voix parlée au trombone. Je vais essayer de lui le faire, mais il ne l'a pas fait en relation. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous venez de fournir à l'Académie un rapport sur mon passé signe. Voilà. Vous voyez, c'est l'intonation de la phrase là qui a été orchestrée. Tout d'un coup, là, on est dans un espace acoustique. C'est musical, mais c'est des singes et la forêt vierge qui ont été transcrits. Donc le modèle sous-jacent à la musique n'est pas le même. Voilà, et un autre exemple très rapide, je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus. Ça, c'est l'amoureuse du gorille, c'est la guenon. Voilà. J'ai fait après une autre pièce un peu dans le même style, si on veut bien y aller, où j'ai été invité à Grenoble à faire un concert avec des compositeurs du Grand Nord. Hop, ça c'est après. Et j'ai imaginé une sorte d'allégorie d'une réincarnation, un poème symphonique. Un poème symphonique, c'est quand vous racontez une histoire en musique, avec une forme en arche.
Et donc j'ai imaginé 3 parties, c'est très simple. Un homme qui marche seul et désemparé dans l'immensité du Grand Nord, sur la banquise. Dans la deuxième partie, il croise 2 femmes inuites et un chasseur sami. Ils se mettent à chanter, ils font le bœuf sur la banquise. Et là, ils réveillent Dieu. Et il y a un choral de barques qui débarque. Et puis tout se calme. Le climax est marqué par une orchestration de baleines et de meutes de loups. Et il se met à remarcher tout seul sur la banquise et il se réincarne en chouette lapone. Voilà, c'est un peu ça l'argument poétique. Donc je vous montre très rapidement quelques exemples de modèles. Donc ça, j'ai enregistré un matin en me réveillant, mal réveillé, ma complainte à la voix. Je voulais exprimer cette mélancolie du personnage. Ça suffit. Hop. Sa transcription à l'orchestre. Et puis, il y a une chouette lapone qui va arriver, qui est ralentie 2 fois, avec des artefacts dans les aigus que j'ai exploités. Voilà. C'est celui-là. La voix avec l'homme. Donc c'est un montage que j'ai fait pour prendre modèle. Là, la musique. Et la voix qui est orchestrée de l'homme. Un très beau modèle de femme inuite. Il y aurait plein de choses à dire. Il y a le FPS, il y a du FPS à fond. J'ai orchestré le FPS là. Il y a plein de zones. C'est le bon terme, non? Les 4 zones de fréquence dont tu as parlé. Comment? En fait, il y a plein de zones de fréquence aussi que j'ai exploitées dans l'orchestre. J'ai fait le descripteur dont tu parlais. FBW, voilà. J'ai fait musicalement du FBW. Là, vous avez l'orchestration. C'est au bois. Il y a déjà tout un contexte dessus. Mais je pense qu'on voit bien le passage du modèle à la musique. Je pense que c'est clair. Le modèle du jock finlandais. Et alors là, c'est dans un touti, donc je l'ai ressorti il est au basson. L'exemple d'une orchestration de baleine. Mais c'est le touti, donc il s'est passé plein de choses. Voilà. Non, c'est celui-là. Voilà, la baleine. Voilà. Et la meute de loup. Voilà. Donc là, pour l'auditeur, il n'y a plus la présence du modèle, mais il y a quelque chose peut-être qui en reste. Et à la fin, où ça se raréfie beaucoup, où j'ai ralenti la chouette lapone 5 fois, qui fait apparaître, qui est une source d'inspiration aussi quand on en avait parlé, ça, la philharmonie, quand on se met à ralentir le son des animaux, il y a tout de suite plein d'artefacts rythmiques et fréquentiels qui sont extrêmement intéressants. Et donc là, la transcription de ça en musique. Et donc toute la fin de la pièce est une distanciation. Voilà. Un troisième exemple. J'ai passé le troisième exemple, excusez-moi. On a été lauréat avec un photographe du prix Swiss Life et on a eu la chance de créer un objet un peu hybride artistiquement qui prend 3 formes artistiques. Un livre qui est là, je l'ai amené à Nicolas. Une exposition, donc là aussi, j'ai eu aussi une installation là, au Centre Pompidou pendant 6 mois, l'Expo BD. Donc j'ai une pratique, on peut en parler si vous voulez, toutes les deux. Là. J'ai une pratique muséale en fait. Donc là, vous voyez, vous avez un haut-parleur au-dessus de chaque image, et ce qui crée un écosystème dans l'espace muséal. Donc
mais je pourrais presque passer une séance juste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, c'est une fable fantastique où Il y eut alors un miracle. où il y a une météorite qui est tombée dans le Pacifique, une expédition militaro-scientifique avec le bateau furtif sur le croquis du milieu, là, qui y va parce que avec cette source d'énergie, on pourrait accélérer la conquête spatiale. Ils y vont, ils trouvent rien. Et puis il y a un signal qui sonne et il y a une île Mirage qui apparaît. Bon, j'ai Et écrit. une île apparut. Une cime de montagne se levait. C'est d'une Denis manière Lavant, le comédien. Je suis insensible. aussi l'auteur du texte, je l'ai écrit pour lui. J'eus l'envie saugrenue de vouloir la gravir. Puis, l'image disparut et réapparut de nouveau déformée, avec une mise au point bizarre, inégale. Nous étions médusés. Des oiseaux semblaient voler à contresens dans des nuées dignes d'un feu d'artifice. Après un jeu de yo-yo visuel, de cache-cache d'une trentaine de minutes, rythmé par les prises de vue amusées du docteur Silvière, l'image finit par se stabiliser. Une île inconnue des cartes, assez typique du Pacifique avec ses cocotiers et son volcan, se tenait devant nous. On va arrêter là-dessus. Et il décide d'aller en éclaireur sur l'île en laissant son équipe sur le bateau. Et c'est le bateau qui devient Mirage. Il est prisonnier sur l'île et on glisse. Il y avait un premier environnement qui était un peu de l'ordre de Jules Verne, de l'aventure scientifique. Et un deuxième temps, je dirais, qui est plus Borges, Castaneda, où ça devient une sorte de fable initiatique, où il va rencontrer un bestiaire que vous voyez là. Vous pouvez écouter tout le bestiaire au QR code après. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur, Jérôme Sueur, qui m'a aidé à aller créer une banque pour tous ces animaux, qui m'a mis en relation avec les bioacousticiens. Et c'est là que j'ai pris conscience que ça a créé c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parmi vous, et à quel point m'intéresser au travail des bioacousticiens et écoacousticiens a élargi ma façon d'écouter le monde, en fait. Je vous fais écouter vite fait un peu les animaux là et on avance. Est-ce qu'il y va? Non, il veut pas y aller. Bon, tant pis. Hein. Ah oui, si. Normalement c'était en plein écran, mais bon. Tant pis. Et puis, c'était pas vrai que je n'aime pas les hommes. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, c'était le teaser, ça. Sans transition, j'ai eu la chance de vivre l'expérience du confinement. Là, je suis dans deux slides un peu perso, mais je trouve qu'ils viennent nourrir la réflexion. Et j'ai eu la chance, ça change un peu en ce moment, mais depuis 5 ans, je vais à Belle-Île-en-Mer depuis que je suis né, avec une maison familiale, mais avec le confinement, j'y étais à plein temps, presque pendant 2 ans. Et c'est ça qui a creusé en moi des questions écologiques profondes. Ce qui est hyper intéressant, j'avais écrit ça sur Facebook, j'aime bien cette chose-là. Quelque part sur une île, un poirier du haut de ses fleurs considère avec circonspection nos peurs, le plein temps qui claironne, love et courage à tous. Et j'ai complètement relativisé la crise, moi, en étant là-bas, parce que c'était sublime, en fait. Et j'ai vraiment appris, après, il y a eu une sorte comme un élève, quoi, à lire cet écosystème. Donc j'ai appris à faire des potagers, à plonger, avec une compagne qui est là-bas à plein temps, et à une vie entre l'océan et la ville. Et il y a toute une vision du monde qui s'est construite à travers tout ça, à travers beaucoup de lectures aussi, donc, qui m'ont animé pendant le confinement, avec en particulier un auteur qui m'est extrêmement précieux, James C. Scott, qui est un socio-anthropologue, qui raconte l'histoire des premiers États. Et pour faire très court, les premiers États en Mésopotamie reposent sur l'exploitation des céréales.
et avec tout de suite une minorité dominante qui s'approprie le travail des autres. La domination est très précoce dans l'histoire de nos civilisations. Et puis il raconte l'histoire d'un autre peuple du nord de la Birmanie au nord du Vietnam qui cultive le manioc, où les récoltes sont... avec les céréales, vous savez quand et combien vous récoltez. Donc vous pouvez rationaliser la production, qu'on récolte une fois. Avec le manioc, vous récoltez au fur et à mesure. Et donc, ce que je vous ai noté là, nous mangeons nos organisations politiques. Et là, c'est le seul point de vue un peu politique que je vais émettre, de la nécessité de la puriculture et de l'agroforesterie. Et il y a une autre analogie, je vous ai parlé de l'analogie avec la cuisine tout à l'heure, il y a une analogie écologie-composition. Qu'est-ce que composer? C'est penser l'être-son, c'est le motif sonore qui nous interpelle à l'instant T, et le motif sonore qui est lui aussi dans un milieu, dans un contexte. Et que là, il y a une analogie assez évidente avec l'écologie. Là, je passe très vite, tout a été dit aujourd'hui, mais ce qui m'a hyper intéressé avec la bioacoustique et l'écoacoustique, c'est que je parlais déjà la langue. J'ai fait de l'acoustique au Conservatoire de Paris avec Michel Castellango, et donc j'avais une sorte d'accès immédiat, en fait, à toutes ces productions scientifiques, avec bien sûr plein de choses qui m'échappent, mais tout d'un coup, avec un autre usage de ces outils. Et ça m'a beaucoup nourri de me confronter à ces disciplines. Ce que j'ai mis là, pour répondre quelque part un peu au sujet de mon exposé, c'est que ces deux disciplines donnent aux compositeurs le monde à écouter, avec une direction, une méthode et des éléments de compréhension du vivant. Elles donnent aussi à l'artiste une palette de modèles sonores infinis. Voilà, ils sont là les deux. Inutile de vous dire que j'ai dévoré le livre de Nicolas et de Jérôme, qui ont été des initiations à ces deux disciplines très précises. Je voulais avoir leur expertise sur est-ce que je les défends bien devant les gens qui ne connaissent pas, mais on n'a pas le temps. Notre expédition l'année dernière, j'ai eu l'immense chance de partir avec l'équipe dont a parlé tout à l'heure Nicolas en Guyane il y a 1 an. C'est presque un rêve d'enfant et je pense que ça m'a marqué à vie quand vous survolez cette canopée, là, cette mer de brocoli comme elle l'a appelée. Ça vous guérit un peu. Alors on pollue parce qu'on est avec l'hélicoptère, mais ça vous guérit parce que vous vous dites « Ah, quand l'homme n'est pas là, il se passe quand même des trucs assez incroyables. » Bon, il est quand même là avec du mercure et les orpailleurs, mais il est un peu moins là quand même. Et j'aime beaucoup la photo du milieu Epura falcata, et c'est une inflorescence qui tombe d'un arbre photographiée avec une lampe frontale comme vous avez au-dessus. Il me reste 4 minutes. Il y a des choses qui ont été formulées aujourd'hui, mais 2 choses qui me paraissent très intéressantes. C'est que la perception du temps pour un être humain varie selon les latitudes. Qu'on est très habitués, nous occidentaux, en milieu tempéré, d'observer le changement des 4 saisons. Tout d'un coup, quand vous êtes au niveau des tropiques, c'est des saisons sèches, saisons humides, et qu'il faut se représenter les individus dans ces perceptions de temps très différentes sur toute la planète. Et je trouve que c'est une idée très forte. On ne perçoit pas l'écoulement du temps suivant l'endroit où on habite sur la planète. Donc ça, c'est une idée que j'aimerais communiquer au grand public. Et il y a une idée très très forte aussi, j'aimerais mettre 3 pianos. Donc l'idée, c'est de faire un montage je vais vous préciser, d'une bande de 45 minutes qui résume la forêt tropicale. Dans un premier temps, je pense qu'on va le faire dans un dialogue avec 3 pianos et bande, et j'aimerais bien l'orchestre, mais c'est compliqué avec l'orchestre de Paris, ça fait 1 an et demi qu'on essaye de vendre la production. Donc dans un premier temps, on va le faire 3 pianos bandes. Ce qui est hyper intéressant, vous connaissez tous ce son, on l'a entendu tout à l'heure avec le son de Nicolas. C'est le piao hurleur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en zone de lek. On a parlé des niches acoustiques tout à l'heure. Mais les oiseaux, les mâles viennent chanter, ils sont positionnés, ça dépend des espèces,
je sais pas, à 100 mètres, enfin je vais sûrement dire des bêtises là d'un point de vue scientifique, mais ce qui est fascinant, c'est que on est conditionné socialement par l'idée de quand on va au spectacle, on regarde une scène et tout est centralisé sur la scène. Et je dirais que cette idée de centralisation de quelque chose va bien au-delà du monde artistique, mais elle est philosophique, elle est dans les milieux scientifiques. Comment est-ce qu'on intériorise une façon de penser, un dogme, une doxa, et que tout d'un coup, quand vous êtes dans les oiseaux se répondent, et quand vous êtes dans cette mer de brocolis, en fait, c'est des cosmogonies qui se répondent dans l'espace et il n'y a pas de centre. Et c'est des sortes de cosmogonies sonores infinies, puisque vous avez vu, il n'y a pas que le son de l'oiseau, il y a les insectes. Et donc, l'idée de faire une musique où il n'y aurait pas une scène, un point de focalisation, un point d'où viendrait une vérité, mais une pluralité de lieux d'émission d'un discours, et je trouve une idée très forte et que j'aimerais exploiter. Sur le projet, extrêmement rapidement, parce que j'ai fini mon temps de parole, 39 minutes. Donc ça, c'est des détails, j'ai pas le temps de détailler sur la station scientifique où nous sommes allés, c'est une photo de l'expédition. On s'est levé avec Jérôme à 3h du mat', pour aller faire ces prises de son. On a 2 types de sources. On a des prises de son en ambisonique, que je peux, si vous voulez, je peux vous faire écouter dans Max, là. Mais j'ai à peu près 14 heures de rush, quoi. Et il y a les sons de Jérôme qui prend en continu avec ces enregistreurs que vous voyez là, depuis 5 ans, avec 1 minute toutes les 15 minutes. Et l'idée, ce serait d'arriver à mêler ces 2 types de sources. La restitution sera avec un dôme, comme vous avez à l'IRCAM, là où ça je l'ai testé, ça marche extrêmement bien, où vous mettez direct votre prise de son en ambisonique et vous avez tout de suite l'espace extraordinaire. Et donc l'idée, c'est comment je vais aller chercher dans 5 ans d'oreilles que nous donnent les enregistrements de Jérôme. Je trouve que c'est incroyable l'idée de 5 ans d'oreilles dans un espace sans homme. Comment est-ce qu'on va chercher de la diversité tout là-dedans et comment je vais les réintroduire dans des espaces ambisoniques. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour donc faire honneur à la biodiversité. Il y a plusieurs méthodes qui ont été évoquées aussi, d'exploration automatique du corpus sonore, des recherches non supervisées, des contributions de l'équipe de Jérôme. Et l'idée, c'est essayer d'établir un modèle de saisonnalité pour inspirer la composition de la bande. Voilà. J'aurais aimé être un peu plus long sur ce sujet, mais je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc je vous donne direct les petits bonus. Il y a un premier bonus qui est pour les Stéphanois. Vous avez l'équipe stéphanoise. Je trouve qu'on est à Saint-Étienne, il fallait lui rendre honneur. Un deuxième bonus avec la folie du groupe. Un troisième bonus avec les participants. Je me suis amusé à faire un portrait des participants. On n'a pas le temps, mais je voulais vous faire un jeu où on a Fantomas qui est quelque part parmi les participants qu'il faut retrouver, mais on n'a pas le temps de jouer. Et j'ai une fin qui est complètement hors sujet, mais qui n'est pas complètement hors sujet. J'ai eu la chance, il y a 5 ans, de faire un projet qui raconte Saint-Étienne. Et donc, comme j'ai dépassé mon temps, le reportage explique tout. Ça dure 2 minutes 30. Et puis on termine sur une note solidaire et rassembleuse avec le concert qui a été donné vendredi dernier au Fil de Saint-Étienne. Il s'agissait de Corvaille Synthé, donné par l'orchestre symphonique et les classes de musique actuelle, de théâtre et de formation musicale du Conservatoire Massenet. Le regard neuf sur Saint-Étienne apporté par le jeune musicien parisien Sébastien Gaxier, Chantal Joissard. Corvaille Synthé, ça veut dire fort ensemble Saint-Étienne. Et c'est un énorme plaisir de voir un projet comme celui-là aboutir avec tant de corps de métier qui se répondent, quoi. Le théâtre, la musique, le cinéma, la musique classique, la musique actuelle, la musique indienne. Et on fait un grand mix de tout ça pour raconter cette ville oui-oui qui me touche vraiment.
J'aime vraiment beaucoup Saint-Étienne, la façon dont les gens se disent bonjour, l'accent, l'écoute, un réel désir de communiquer, d'être ensemble. Sébastien Gaxi, qui s'est entouré des orchestres classiques et musique actuelle du Conservatoire de Saint-Étienne, de jeunes choristes de Katowice qui sont venus de Pologne et rejoints par la maîtrise de la Loire. Et il a composé les parties classiques de ce Corvaille synthé retenu pour le texte des témoignages de Stéphanois recueillis par Philippe Durand. Il a filmé la ville pendant 18 mois. Résultat, une immersion, une photo musicale grandeur nature de la ville, été comme hiver, aujourd'hui comme hier, qui a emballé le public. C'est un spectacle magnifique, ça faisait bien revivre l'histoire de Saint-Étienne et j'ai vraiment trouvé ce spectacle agréable. J'ai trouvé très intéressant le mélange aussi des trois types de supports, comédie, texte, le chant et puis l'orchestre. On a vraiment aimé travailler tous ensemble, mélanger les genres, mélanger les influences et c'est aussi apprendre à s'écouter beaucoup. Comment ils font pour descendre au noir comme ça, descendre et pas sûr de remonter? Moi qui suis pas stéphanois, donc je me suis imprégné un peu de l'histoire stéphanoise. Voilà. Joyeux, uni, très bien. Ça ressemble bien à Saint-Étienne, ce qu'on a vu ce soir, donc je trouve que ça donne envie d'y vivre. Parce qu'en plus, moi je suis un Stéphanois, mais j'aime bien la Haute-Loire aussi, parce qu'à Monistrol, nous on boit l'agnole dans les bols. Voilà. Sur sincèrement, ils ont fait un spectacle super. Jérôme Saint-Étienne de mon enfance. Un Corvaille synthé fort ensemble, un chant collectif qui se terminera par cette récitation empruntée à la culture tamoule. Corvaille, le fort ensemble, qu'ici à Saint-Étienne on a osé. Comment dire, avant je la connaissais pas, j'habitais juste ici, pour moi c'était une ville normale. Alors que là, j'ai tout de suite compris que c'était pas qu'une simple ville. C'est beaucoup plus, c'est comment dire. Il y a des gens qui habitent, on est tous ensemble en fait. Ce n'est pas seulement des gens qui habitent dans des maisons différentes des unes des autres. On est en forme Saint-Étienne. Je crois que tout est dit. Une création aux premières heures de la Biennale, ce mi-younou fort ensemble. Et ici, à Corvaille-Synthé, le message est passé à 2000%. Excusez-moi pour la fin. Mais là où je trouve que c'est pas complètement hors sujet, c'est que quand vous travaillez sur un territoire là, qui est façonné par les hommes, ça a quelque chose de l'ordre d'un écosystème, quoi. Voilà. Merci beaucoup.